Et si je vous disais que le monstre qui a brisé ma vie est entré par la grande porte, accueilli avec du café chaud et un sourire sincère, qu'il ne s'agissait pas d'un inconnu dans la nuit, ni d'un criminel en fuite, mais de quelqu'un que ma mère appelait par son prénom, quelqu'un que mon père respectait. Mon nom est Odette Rivaux, j'ai 84 ans et je vis dans un petit hameau perdu entre les collines du Lot et Garonne, dans le sud-ouest de la France. Pendant longtemps, j'ai porté ma honte comme une seconde peau et je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais capable de raconter tout cela. Ce n'est pas une belle histoire. Il n'y a pas de prince, il n'y a pas de miracle, seulement une petite fille qui voulait être entendue et une femme âgée aujourd'hui qui a décidé de parler, même si c'est tard. J'ai vécu une vie pleine de silence, forcé, de regards évités, de mots qu'on ne disait pas. Et pourtant, chaque nuit, il me revenait. J'ai appris à sourire sans joie, à baisser les yeux même quand je savais que j'avais raison. Parce que dans mon monde, une femme ne devait pas faire de vagues, surtout pas quand le mal venait de l'intérieur de la maison. Je ne cherche pas à choquer, je veux simplement qu'on sache que mon histoire a existé et qu'il y en a eu beaucoup d'autres comme la mienne. Ce que je vais raconter ici, je ne l'ai jamais dit à voix haute, pas même à ma fille, mais il est temps, parce que je ne veux pas mourir en silence. Ce que vous entendrez est réel, ce n'est pas un film, ce n'est pas une invention, c'est le poids que j'ai porté toute une vie et que je vais maintenant déposer ici, mot après mot. Si vous êtes arrivé et jusqu'ici, je vous demande une chose simple, commentez ci-dessous cette phrase. Moi aussi, j'ai le droit de parler. Votre voix pourrait libérer celle d'une autre. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et restez avec moi. Parce que ce que je vais vous raconter peut ressembler à l'histoire de votre mère, de votre sœur ou de vous-même. Je crois que j'avais 6 ou 7 ans, peut-être 8, je ne sais plus. Le temps est devenu flou avec les années, comme un livre dont on aurait arraché les premières pages. J'étais une enfant vive, toujours pieds nus, les genoux écorchés, la robe tachée de murs et les cheveux en bataille. J'aimais courir dans le jardin, escalader le vieux figuier derrière la maison, écouter les grillons chanter au crépuscule. Je riais fort, j'avais des rêves simples et je croyais que le monde entier tenait dans les bras de ma mère. Elle s'appelait Léontine, une femme discrète, douce, résignée. Elle n'a jamais crié, même quand mon frère a cassé la lanterne du grenier ou quand je suis rentrée trempée après m'être jetée dans l'étang. Elle n'a levé ni la voix ni la main. Elle soupirait seulement, comme si tout pesait plus lourd qu'elle. Mon père, Lucien, était un homme sévère. Il ne parlait pas beaucoup. Il travaillait à la scierie, revenait le soir avec l'odeur du bois humide sur ses vêtements et mangeait sans dire un mot. Il ne m'a jamais caressé les cheveux. Il ne m'a jamais dit que j'étais belle, ni que j'étais sa fille. C'était un homme de silence. Et chez nous, ce silence était loi. Et puis il y avait Marc Rivaux, le frère de mon père, mon oncle. Il venait souvent à la maison, trop souvent. Je me souviens de ses chaussures toujours bien cirées, de sa moustache taillée, de son parfum boisé qui me donnait mal à la tête. Il était charmant, toujours avec un compliment à la bouche, un rire facile, un regard qui s'attardait trop longtemps. Ma mère préparait du café dès qu'elle l'entendait arriver. Elle se tenait droite, presque nerveuse, comme si chaque visite était un examen qu'elle craignait d'échouer. Mon père, lui, devenait bavard en sa présence. Ils riaient ensemble, buvaient du vin, parlaient de politique et de Dieu, comme s'ils étaient les seuls hommes capables de penser. Moi, je restais dans un coin, souvent sous la table, jouant avec mes poupées ou dessinant sur des feuilles de papier journal. Mais je le voyais. Je sentais ses yeux sur moi. Je sentais quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais qui me mettait mal à l'aise. Et un jour, il m'a demandé de venir sur ses genoux. Je me souviens de chaque détail. Ma robe jaune avec les petites marguerites, la chaleur étouffante de cette fin d'après-midi d'août, le bruit lointain des cigales et ce frisson qui m'a traversé la colonne quand il a posé sa main sur ma cuisse. J'ai voulu me lever, mais mon père a ri. « Elle est timide, hein, ma fille ? Laisse-la s'habituer à moi, » a dit Marc. Et j'ai compris. Personne ne voyait, personne n'entendait. Ce que je ressentais, ce malaise, cette peur, cette brûlure intérieure, ce n'était qu'à moi. Et si je le disais, personne ne me croirait. Car Marc était l'homme respectable, le soutien de la famille, celui qui prêtait de l'argent quand les temps étaient durs. Alors j'ai fait ce que toutes les petites filles font dans ces moments-là. Je me suis tue et j'ai appris, ce jour-là, que dans ma maison, le silence était plus fort que la douleur. Il n'a pas commencé tout de suite. Pas ce jour-là, mais ce regard, c'était déjà une promesse. Et j'ai commencé à craindre ses visites, à prier le soir que la pluie l'empêche de venir, à espérer qu'un accident l'emporte.
mais il revenait chaque semaine et chaque fois, il me demandait un baiser sur la joue, une caresse dans les cheveux, une place à côté de lui sur le canapé. Et moi, je souriais parce que c'est ce que ma mère voulait. Une fille polie, une fille bien élevée, une fille qui ne fait pas d'histoire. Un jour, j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus m'asseoir près de lui. Elle m'a regardé longuement et elle a murmuré « Ne dis jamais ça devant ton père, tu me ferais honte ». Et là, j'ai compris, elle savait quelque chose, peut-être pas tout, mais assez pour avoir peur de moi, de ce que je pourrais dire, de ce que je pourrais briser. Et c'est ainsi que j'ai commencé à devenir invisible. J'ai arrêté de rire, j'ai cessé de grimper dans le figuier, j'ai perdu l'envie de jouer. Mon regard est devenu fuyant, mais pas plus lent. Mes nuits plus longues, je faisais des cauchemars. Je me réveillais en sursaut, en sueur, le cœur battant, les mains tremblantes. Mais personne ne posait de questions, personne ne voulait savoir. Un soir, mon oncle est resté tard. Mon père était allé dormir, ma mère nettoyait la cuisine. Et lui, il est venu dans ma chambre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. Il m'a dit de ne rien dire, que ce serait notre secret, que les gens ne comprendraient pas, qu'il me punirait, moi. Et j'ai cru que c'était ma faute. J'ai cru que si je parlais, ma mère serait battue. Mon père se suiciderait, la maison brûlerait et tout ce que je connaissais s'effondrerait. Alors j'ai enfermé cette nuit dans une boîte que j'ai cachée au fond de moi. Et chaque fois qu'il revenait, je l'ouvrais à nouveau. J'y jetais une nouvelle pierre, un nouveau cri, une nouvelle larme. Ma mère ne me regardait plus dans les yeux. Mon père, lui, ne voyait rien. Et moi, je vieillissais de l'intérieur. Je suis devenue une enfant silencieuse, une élève moyenne, une ombre dans les couloirs de l'école. Et pourtant, personne n'a jamais rien vu. Si vous avez lu ce blog jusqu'au bout, je vous invite à commenter cette phrase. Je refuse de me taire pour protéger ceux qui m'ont blessé. Votre commentaire peut aider une autre personne à briser enfin son propre silence. Abonnez-vous à cette chaîne et restez avec moi pour la suite de mon histoire. Il y a des souvenirs qui vous collent à la peau comme une brûlure ancienne. On croit qu'on a appris à vivre avec, qu'on a trouvé des moyens de les étouffer. Et puis un jour, un mot, une odeur, une ombre sur un mur et tout revient, brutalement, comme si le passé n'était jamais vraiment parti. Je n'avais que 10 ans quand j'ai compris que mon corps ne m'appartenait plus. Mon oncle Marc venait désormais chaque jeudi soir. C'était devenu une routine aussi régulière que le marché du mercredi ou la messe du dimanche. Il apportait des gâteaux, faisait rire mon père, complimentait ma mère sur ses plats, et puis il me demandait de venir avec lui à l'étage pour l'aider à ranger les valises, pour lui montrer mes dessins, pour discuter tranquillement. Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit, ni combien de fois j'ai regardé le plafond en imaginant que j'étais ailleurs, que j'étais une pierre, un animal, une pensée vide, un courant d'air. Je savais, dans mon ventre, que c'était mal, mais je ne savais pas comment le dire. À qui? Comment poser des mots sur ce que je ne comprenais pas moi-même? Un jour à l'école, l'institutrice a parlé d'anges et de démons. Elle a dit que les démons entraient parfois dans la maison déguisés et que seul un cœur pur pouvait les repousser. J'ai levé la main et j'ai demandé « Et si le démon c'était quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on connaît ?» Elle m'a souri doucement, un peu gênée, et m'a répondu « Alors il faut prier plus fort, ma petite. » Je suis rentrée ce soir-là avec une mission. J'ai prié, fort, très fort. J'ai récité tout ce que je savais, les mains jointes, les genoux à terre, la gorge nouée. Mais le démon est revenu, encore, et chaque prière qui restait sans réponse creusait un peu plus mon désespoir. Je me suis demandé si Dieu m'avait oublié, ou pire, s'il savait et qu'il m'abandonnait. Les années ont passé. J'ai appris à me maquiller pour cacher mes cernes, à rire au bon moment, à être normale. Mais à l'intérieur, j'étais une tempête, une maison vide, un corps habité par une âme qui ne se reconnaissait plus. Je me rappelle d'une fois, j'avais 13 ans, une fête à l'église. Tout le village y était. Les femmes portaient leurs plus belles robes, les hommes sentaient l'eau de Cologne bon marché et les enfants couraient entre les bancs, le visage peint de confettis. Je portais une robe bleue offerte par ma tante. Elle était un peu trop courte. Quand mon oncle m'a vue ce soir-là, son regard a changé et j'ai eu honte de moi, de mon corps, de mon âge, honte d'exister. Je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai arraché les manches de la robe. J'ai pleuré sans un bruit. J'ai supplié Dieu de me transformer en mur, en caillou, en insecte, n'importe quoi, mais plus moi. J'ai commencé à m'en vouloir, à croire que c'était ma faute, qu'un mot, un regard, un mouvement de hanche trop naturel avait tout déclenché. Et plus je me haïssais, plus il semblait prendre le contrôle.
Quand j'ai eu mes premières règles, j'ai paniqué. Je croyais être enceinte, à 13 ans. Rien n'était arrivé cette fois-là, mais la peur s'est inscrite dans ma chair. J'ai cessé de dormir, j'ai arrêté de manger. Je perdais mes cheveux et mes parents, rien. Mon père travaillait, ma mère fermait les yeux et moi, je disparaissais. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'on ne peut pas toujours hurler. Parfois, on étouffe doucement, en silence. Et le monde ne voit rien. Un jour, un garçon de l'école m'a offert une fleur, une marguerite. Il s'appelait Rémi. Il avait les yeux clairs et riait comme un ruisseau. Je l'ai repoussé, violenté presque. Je l'ai insulté. J'ai couru me cacher derrière l'église. Car à ce moment-là, je croyais que tout amour était une menace, que tout homme était un danger et que je ne méritais ni tendresse, ni respect. Je me suis construite comme ça, dans la peur, dans le rejet, dans la solitude. Je suis devenue adolescente sans jamais avoir été enfant. Et quand j'ai eu 14 ans, ce que je redoutais le plus est arrivé. Mais ça, je vous le raconterai dans le prochain chapitre. Si ce que vous venez de lire vous a touché, je vous invite à écrire dans les commentaires. Je ne cacherai plus ma douleur derrière un sourire. Chaque mot partagé est un pas vers la liberté. Abonnez-vous, restez avec moi et aidons d'autres à briser le silence. Il y a des moments où l'on comprend d'un seul coup que personne ne viendra nous chercher, que l'aide ne viendra ni du ciel, ni des murs de l'église, ni de ceux qui dorment à quelques mètres de nous. Ce moment, je l'ai vécu à 14 ans, dans ma propre chambre, avec mon propre sang, mon propre silence, et ce poids sur moi que je ne pouvais plus porter. J'avais grandi dans un monde où l'on ne parlait pas de ces choses-là, où une jeune fille devait être discrète, modeste, bien tenue et surtout obéissante. Et moi, j'étais l'image parfaite de cette obéissance. Je ne contestais pas, je ne regardais jamais dans les yeux, je ne posais pas de questions, mais en moi, tout se brisait. Le soir où tout a basculé, il pleuvait fort. Je me souviens des gouttes frappant le toit en tôle, du vent qui sifflait dans les volets mal fermés et de ma mère qui faisait chauffer du lait à la cuisine. Mon père n'était pas là, parti chez un voisin pour aider à réparer un abri effondré par la tempête. Marc est arrivé trempé, les cheveux collés au front, les bottes couvertes de boue. Ma mère lui a donné une serviette, puis s'est éclipsée dans la pièce du fond. Moi, j'étais dans ma chambre, lisant à la lueur d'une lampe. Il n'a même pas frappé. Il est entré, refermant la porte derrière lui. Et cette fois, ce n'était plus une main sur la cuisse. Ce n'était plus un regard. Ce n'était plus une menace voilée. C'était brutal, animal. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas résisté. Mon corps était figé. Mon esprit s'est évadé. Loin, très loin. J'étais ailleurs. Dans un champ, dans une rivière, dans le ciel. Je suis revenue à moi bien plus tard, quand la porte s'est rouverte, quand j'ai senti la douleur, le sang, la honte. J'ai regardé mes draps, mes jambes, mes mains et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré à voix haute. Ma mère est venue. Elle a vu, elle a compris, elle a fermé la porte, sans un mot, puis elle est repartie. Ce soir-là, j'ai su que je ne pouvais compter sur personne. Le lendemain, je suis restée couchée, fiévreuse, brisée, le regard perdu dans le vide. Marc est reparti au matin comme si de rien n'était, après avoir bu son café et remercié ma mère pour sa gentillesse habituelle. Je ne suis pas allée à l'école pendant 2 semaines. Ma mère a dit que j'étais malade. Mon père n'a pas posé de questions. Et puis, mon corps a commencé à changer. Mon ventre s'est arrondi. Mes règles ont disparu. Je le savais. Je n'avais même pas besoin d'un test. Je le sentais. J'étais enceinte de mon oncle. À 14 ans, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu mon visage pâle, mes yeux creusés, ma bouche fendue par la peur. Et j'ai pensé à la mort, pas comme une envie, pas tout de suite, mais comme une idée douce, un repos, une évasion. J'ai attendu une nuit où tout le monde dormait. J'ai ouvert la porte de la cuisine. J'ai pris le petit couteau qu'on utilisait pour couper le pain. Je suis montée au grenier et je me suis assise là, seule, le couteau dans les mains, à me demander combien de force il fallait pour ne plus souffrir. Je ne l'ai pas fait, pas cette nuit-là, parce qu'en posant la lame contre ma peau, j'ai senti quelque chose bouger en moi, une vie, un petit battement, un sursaut. Et malgré tout, malgré l'horreur, j'ai eu peur de lui faire du mal à cet être, à ce petit être qui n'avait rien demandé. Alors j'ai rangé le couteau et j'ai décidé de survivre. Mais survivre n'est pas vivre. J'ai porté cette grossesse comme une malédiction, en silence. Ma mère m'a aidé à la cacher. Elle m'a bandé le ventre. Elle m'a fait boire des décoctions pour resserrer les hanches. Elle a dit à tout le monde que j'étais partie chez une tante à Agen pour aider pendant l'été. J'ai accouché dans la grange d'une vieille voisine, en pleine nuit, dans une odeur de paille et de peur, sans médecin, sans cri, sans prénom. C'était une fille, petite, silencieuse,
fragile. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas voulu. Ma mère l'a emmené, je ne sais pas où. Elle a dit que c'était mieux comme ça. Je suis rentrée chez moi 2 semaines plus tard, amaigrie, dévastée, et le lendemain, Marc est revenu avec un gâteau et un sourire. J'ai cru mourir, mais je me suis tenue droite. Je l'ai salué et j'ai pensé « Tu ne gagneras pas », même si tout en moi hurlait le contraire. Si vous êtes arrivé au bout de ce chapitre, commentez cette phrase. Je mérite d'être cru, même quand personne ne veut entendre. On dit parfois que le temps guérit tout. Je n'y ai jamais cru. Le temps ne guérit rien. Il camoufle, il repousse, il enterre vivant, mais il ne guérit pas. Ce qu'il m'a laissé, c'est une série de jours gris, sans odeur ni couleur, une jeunesse volée et une femme que je ne reconnaissais pas dans le miroir. Après l'accouchement, ma mère m'avait fait promettre de ne jamais reparler de ce qui s'était passé. « Ce n'est pas arrivé », disait-elle. « Tu comprends ? Ce n'est jamais arrivé. » Et j'ai acquiescé. J'ai enterré ma fille dans un coin de mon esprit, là où l'on enterre les morts sans cercueil. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas donné de nom. Je ne savais même pas si elle était vivante, si elle avait été confiée à quelqu'un ou si ma mère l'avait. Je n'ai jamais osé poser la question. Mon père, il n'a jamais rien dit, mais il a cessé de me regarder dans les yeux, comme s'il savait, ou pire, comme s'il avait choisi de ne pas savoir. À 15 ans, j'étais une femme, mais une femme que personne n'avait préparée à vivre. J'avais un corps meurtri, une âme amputée et plus aucune foi. La religion, qui avait été mon dernier refuge, m'avait trahi, ou du moins ceux qui en étaient les garants. Je n'allais plus à l'église, je ne priais plus, je ne chantais plus, je travaillais dans les champs, j'aidais ma mère à la maison, je cousais, je lavais, je cuisinais, et le soir, je m'endormais sans rêve. Un matin, en allant acheter du pain, j'ai croisé une femme qui tenait un bébé dans ses bras. Il avait des yeux noirs profonds, les cheveux bouclés. Il m'a regardé longtemps. Et mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru m'évanouir. Je me suis demandé, est-ce qu'il a mon sang? Est-ce que c'est elle? Puis la femme est partie. Et moi, je suis restée là, au milieu de la rue, les mains tremblantes, les genoux faibles. Je n'ai jamais su. Mais ce regard, je ne l'ai jamais oublié. À 16 ans, j'ai reçu une demande en mariage. Un garçon du village voisin, Julien Martel. Il avait 19 ans, travaillait comme apprenti menuisier. Il avait les mains calleuses, la voix douce. Ma mère a accepté immédiatement. Elle disait que c'était une bénédiction que quelqu'un veuille encore de moi. Je n'ai pas protesté. Je me suis mariée 1 mois plus tard, sans amour, sans joie, sans espoir. La nuit de noces a été une autre violence, différente, mais tout aussi douloureuse. Julien ne savait rien de mon passé, mais il sentait que quelque chose clochait. Il disait que j'étais froide, absente, étrange. Il disait que je devais apprendre à être une vraie femme. Et moi, je voulais juste disparaître. J'ai été enceinte 6 mois plus tard, cette fois, d'un enfant voulu, mais que je ne savais pas comment aimer. Quand Léa est née, j'ai eu peur de la toucher, peur de lui faire du mal, peur qu'elle ressente la noirceur en moi. Je l'ai nourrie, lavée, changée, mais sans tendresse, sans peau contre peau, sans chanson douce. Et chaque fois qu'elle me regardait, je me sentais coupable. Julien travaillait beaucoup, il était souvent absent. Il buvait aussi, de plus en plus. Et quand il rentrait, il criait, il cassait des objets. Il disait que j'étais une mauvaise épouse, une mauvaise mère, une erreur. J'ai cru que je méritais tout ça. Je me suis accrochée à Léa comme à une bouée, mais je n'arrivais pas à l'aimer comme il fallait. Je l'admirais dormir, mais sans pouvoir pleurer. Je la berçais mécaniquement, sans chaleur, dans les bras. Un jour, elle est tombée malade. Une simple fièvre, mais j'ai paniqué. Je me suis vue l'enterrer. Je me suis vue perdre encore un enfant. Alors j'ai prié. Pour la première fois depuis des années, j'ai prié avec rage, avec peur, avec tout ce que j'avais de vivant en moi. Et elle a guéri. Je me suis dit que peut-être Dieu ne m'avait pas tout à fait oublié, mais ce n'était qu'un instant. La douleur, elle, n'avait jamais cessé. Ma fille grandissait. Elle apprenait à parler, à marcher, à poser des questions. Et moi, je ne savais pas comment lui répondre. Je ne savais pas comment lui transmettre autre chose que la peur. Et j'avais peur. Peur qu'un jour, elle aussi, rencontre un Marc. Peur qu'un jour, elle souffre comme moi. Alors j'ai surveillé, j'ai contrôlé, j'ai enfermé, j'ai interdit. Et elle, sans comprendre, s'est éloignée. Si ce que vous avez lu vous a bouleversé, écrivez en commentaire. Le temps n'efface rien quand le silence est trop lourd. Il y a un moment où l'on cesse d'être simplement une femme blessée et où l'on devient la mère que l'on n'aurait jamais voulu être. C'est ce qui m'est arrivé lorsque Léa est entrée dans l'adolescence. Je croyais pouvoir la protéger en l'enfermant, mais je ne faisais que répéter, à ma manière, le silence que j'avais subi. Elle avait 12 ans lorsqu'elle m'a pour la première fois regardé avec des yeux que je ne reconnaissais plus.
Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception, de l'incompréhension, une distance qui me transperçait plus fort que n'importe quelle parole. Je voulais son bien, mais je ne savais pas comment aimer. Je ne savais pas comment écouter sans projeter mes propres peurs. Je lui interdisais tout, les sorties, les amis, les vêtements qu'elle aimait. Je lisais ses carnets, je surveillais ses appels. Chaque fois qu'elle riait, j'avais peur que ce soit avec un garçon. Et si c'était un garçon, j'avais peur qu'il soit comme lui. Je ne lui ai jamais raconté ce que j'avais vécu. Je pensais la préserver. Je pensais qu'elle ne comprendrait pas. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'en taisant mon histoire, je la privais d'une partie d'elle-même. Elle grandissait avec l'impression d'avoir une mère froide, méfiante, autoritaire. Elle ne savait pas que je tremblais chaque fois qu'elle rentrait tard, que mon cœur battait à m'en faire mal quand elle était absente 5 minutes de plus que prévu. Je l'aimais de tout mon être. Mais je n'arrivais pas à lui montrer. Je me suis réfugiée dans les tâches ménagères, comme le faisaient les femmes de ma génération. Je polissais les vitres, je lavais le sol, je faisais cuire le pain moi-même. Mais tout cela n'était que camouflage. Derrière l'ordre apparent, il n'y avait que le chaos. Un jour, elle est rentrée avec une robe rouge. Elle l'avait achetée avec ses économies. Elle était fière, belle, épanouie. Et moi, je l'ai giflée. Pas parce qu'elle l'avait achetée, mais parce qu'en la voyant ainsi, je me suis revue. Je me suis revue à 13 ans. Le regard de Marc, le toucher, le souffle. Je l'ai frappée par panique, par projection. Elle est restée figée, les larmes aux yeux. Elle n'a rien dit. Elle est montée dans sa chambre et elle ne m'a plus parlé pendant des jours. C'est là que j'ai compris que je devenais celle que je redoutais. Je reproduisais le silence, la peur, l'éloignement. Je détruisais ce que je voulais sauver. Alors j'ai décidé d'écrire. Pas pour publier, juste pour survivre. Chaque nuit, quand tout dormait, je prenais un carnet et je notais ce que je n'avais jamais pu dire. Les souvenirs, les images, les odeurs, les phrases qui m'avaient enfermée, les gestes qui m'avaient meurtri. Je n'ai jamais relu ces pages. Mais en les écrivant, je reprenais un peu de souffle. Et puis, un jour, Léa est tombée amoureuse. Il s'appelait Hugo, 15 ans. Un garçon doux, poli, réservé, et moi, j'ai paniqué. J'ai fait ce que j'avais toujours craint de faire. Je l'ai enfermé dans sa chambre. J'ai crié, j'ai menacé. Je lui ai dit qu'elle ne sortirait plus, que ce garçon était dangereux, que tous les garçons l'étaient. Elle a hurlé, elle a dit que je la rendais folle, que je l'étouffais, que je détruisais sa vie. Et elle avait raison. Elle est partie vivre chez son père. Quelques jours plus tard, Julien et moi étions séparés depuis longtemps, mais elle a préféré son absence à ma présence. Je me suis retrouvée seule avec mes carnets, seule avec mon passé, et j'ai compris que j'avais échoué. Pas parce que j'avais été abusée, mais parce que je n'avais jamais appris à guérir. Je pensais que survivre suffisait, que traverser les jours était une victoire. Mais non, il fallait affronter, parler, nommer, pleurer, reconnaître. Et moi, je n'avais rien fait de tout cela. Lorsque Léa est partie, j'ai cru que le silence allait enfin me protéger de tout. Plus de cris, plus de confrontations, plus de regards accusateurs. Je pouvais enfin vivre seule, dans cette maison que j'avais tant nettoyée, tant réarrangée, comme si ranger les objets pouvait aussi remettre en ordre mon passé. Mais en réalité, l'absence de Léa m'a confrontée à quelque chose de bien plus dur. Moi-même, je n'avais plus personne à surveiller, plus personne sur qui projeter mes peurs, plus personne à protéger. Et ce vide, immense, a réveillé tous les souvenirs que j'avais cru étouffer pour de bon. Je recommençais à entendre la voix de Marc dans ma tête. Des phrases vieilles de plus de 60 ans, mais toujours gravées comme des blessures fraîches. Je revivais ses gestes, sa respiration, sa façon de me dire que j'étais spéciale, que je ne devais jamais en parler, que c'était notre secret. Je dormais mal, je me réveillais en sursaut. J'allais de pièce en pièce, comme si j'allais croiser un fantôme. Et en vérité, c'était bien ce que je fuyais, le fantôme de la petite fille que j'avais été. Cet enfant qui n'avait jamais été écouté, jamais protégé, jamais consolé. Un jour, j'ai reçu une lettre. C'était Léa. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle allait bien, qu'elle s'était installée avec Hugo, qu'elle avait repris ses études. Mais à la fin de la lettre, il y avait une phrase qui m'a glacée. « Je t'aime, maman, mais j'ai besoin de guérir loin de toi. » Guérir loin de moi, c'était injuste, bien sûr, mais c'était vrai. Et je me suis demandé combien de femmes comme moi avaient transmis leur douleur à leurs enfants sans le vouloir. Combien d'entre nous ont élevé leurs filles avec des bras figés par la peur, avec des voix étouffées par la honte. Je n'avais pas brisé la chaîne. J'étais devenue un maillon de plus. J'ai alors pensé à me confier. À
quelqu'un, à une amie, à une voisine, à un prêtre. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, rien ne sortait. Les mots se coinçaient dans ma gorge comme des pierres. J'ai recommencé à écrire. Cette fois, pas seulement pour survivre, mais pour tenter de comprendre, pour poser les choses noires sur blanc, pour arrêter de les fuir. Je me suis souvenu de tous les détails. Les vêtements, l'odeur du grenier, les marches de bois, les silences de ma mère, la façon dont Marc refermait la porte, la prière que je faisais chaque soir, priant pour mourir. Je n'avais jamais rien oublié. J'avais seulement appris à vivre avec une forme d'amnésie choisie. Et maintenant que tout remontait, je me sentais coupable, honteuse. Mais étrangement, aussi un peu plus libre, je suis allée au cimetière, voir la tombe de ma mère. Il n'y avait pas de fleurs. Elle était morte depuis plus de 20 ans. Et je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, ni pardon, rien. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu toutes ces tombes de femmes nées comme moi au début du siècle. Des noms oubliés, des dates effacées par la pluie. Et je me suis demandé combien d'entre elles étaient mortes sans jamais avoir parlé. Combien avaient emporté leur histoire dans la terre parce que personne ne leur avait donné la permission de la dire. Et je me suis promis que je ne serais pas une de plus. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Léa. Elle n'a pas décroché. J'ai laissé un message. Ma voix tremblait. Je n'avais rien préparé. Je lui ai dit simplement « Je veux te raconter qui je suis, pas la mère, la femme, l'enfant, si tu acceptes d'entendre. » Et j'ai raccroché. Je ne savais pas si elle rappellerait. Mais ce simple message, c'était déjà une rupture avec le silence. Et dans ce silence, justement, j'ai entendu une chose que je n'avais jamais entendue auparavant, ma propre voix. Le message que j'ai laissé à Léa ce jour-là n'a pas reçu de réponse immédiate. Les jours ont passé, puis les semaines. Et dans ce silence prolongé, je me suis retrouvée face à une autre vérité. Peut-être que parler ne suffirait pas à réparer ce que j'avais abîmé. Peut-être que ma fille n'était pas prête à entendre, ou que moi, je n'étais pas encore prête à tout dire. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit quand on ose briser un silence de plusieurs décennies. Une brèche s'ouvre à l'intérieur. Et même si l'autre ne répond pas, même si rien ne change dehors, quelque chose change en nous. C'est ainsi qu'a commencé ma lente libération. Je me suis mise à parler toute seule, oui, à voix haute, parfois en lavant la vaisselle, parfois en regardant une photo, parfois simplement en m'asseyant dans le salon vide et en m'adressant à Marc, à ma mère, à Dieu et à moi-même. Je disais ce que je n'avais jamais dit. Je prononçais les mots interdits, abus, viol, silence, complicité, honte, culpabilité. Et à chaque mot arraché, j'avais l'impression que mes os devenaient plus légers. Je suis retournée à l'église, pas celle de mon enfance, une autre, plus loin. Je voulais un lieu où personne ne me connaîtrait, où je ne serais pas la fille de ou la mère de. J'ai trouvé un banc discret au fond et je m'y suis assise pendant plus d'1 heure sans dire un mot, juste respirer, écouter le silence, le vrai, celui qui ne juge pas. Un prêtre est venu me voir. Il avait les cheveux gris, les mains pleines de taches brunes. Il m'a simplement dit « Vous êtes ici depuis longtemps. Est-ce que vous voulez parler ?» Et là, à ma grande surprise, j'ai répondu oui. Je ne lui ai pas tout dit, mais j'ai parlé de Marc, de ma fille, du mur que j'avais bâti autour de moi. Et il a écouté, sans interrompre, sans commenter, sans prêcher. Avant que je parte, il m'a dit une seule chose, le pardon. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus laisser l'autre vous gouverner. Cette phrase m'a suivie pendant des jours. Je ne voulais pas pardonner, pas encore, mais je voulais, oui, reprendre ma place dans ma propre vie. Peu après, j'ai reçu une enveloppe dans la boîte aux lettres. C'était de Léa. Elle m'écrivait à la main une longue lettre. Elle disait qu'elle avait pleuré en entendant mon message, qu'elle avait deviné depuis longtemps qu'il y avait quelque chose en moi de brisé, mais qu'elle avait toujours cru que c'était de sa faute. Elle disait qu'elle était prête à écouter, que ça prendrait du temps, qu'elle avait peur aussi, mais qu'elle voulait connaître mon histoire, toute mon histoire. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Et cette nuit-là, j'ai commencé à écrire pour elle. Non plus des bribes, mais toute ma vérité. Je racontais mes 9 ans, ma chambre, le grenier, les bruits de pas, les murs trop fins, les regards détournés. Je racontais aussi mes silences, mes gestes de survie, mon mariage, ma maternité maladroite. J'écrivais pour que, même si elle ne pouvait pas comprendre tout, elle sache. J'ai rempli 2 carnets et un jour, je les ai mis dans une boîte. Je les ai enveloppés dans un foulard que m'avait offert ma grand-mère et je les ai apportés à Léa. Elle m'a ouvert la porte.
On s'est regardé longtemps et puis elle m'a prise dans ses bras, sans un mot. Ce contact, ce simple geste, a effacé 50 ans de murs. On ne s'est pas tout dit tout de suite. On a appris à se parler autrement, plus lentement, avec plus de douceur. Elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte et que j'allais être grand-mère. Mon cœur a failli s'arrêter, d'abord de peur, puis d'émotion. Et elle m'a regardée et m'a dit « Je veux que mon enfant sache d'où il vient, mais je veux qu'il vienne d'une lignée de femmes courageuses, pas de silence. » C'est ce jour-là que j'ai compris que le courage n'était pas seulement de survivre, mais de transmettre autrement. Il m'a fallu plus de 70 ans pour me rendre compte que, toute ma vie, je m'étais excusée d'exister. Je m'excusais quand je parlais trop fort. Je m'excusais quand je pleurais. Je m'excusais quand je posais des questions, quand je demandais de l'aide, quand je respirais un peu trop profondément. Même face à ma propre fille, je m'excusais d'être ce que j'étais devenue. Et pourtant, à aucun moment, personne ne s'était excusé de m'avoir brisée. J'ai grandi avec cette idée que ma douleur devait rester à l'intérieur, que ce n'était pas poli d'en parler, que le passé, surtout quand il est sale, ne doit pas salir les autres. Mais c'est faux. Le passé, quand on le tait, finit par nous ronger de l'intérieur. Il devient une langue qu'on parle sans s'en rendre compte. Il s'immisce dans nos gestes, nos silences, nos colères, nos absences. Quand Léa m'a annoncé sa grossesse, j'ai eu peur. Peur qu'elle répète mes erreurs. Peur que la douleur soit héréditaire. Peur que le silence recommence. Alors j'ai pris une décision. J'ai écrit une dernière lettre, pas à Marc, pas à ma mère, pas même à Léa, mais à moi. Je me suis assise au bord du lit. J'ai allumé la lampe de chevet et sur une simple feuille blanche, j'ai commencé à m'écrire. Odette, tu as survécu. Tu as aimé, tu as eu peur, tu as échoué, tu as tenu debout alors que tout voulait t'écraser. Tu n'as pas été parfaite, mais tu as été vraie et aujourd'hui, tu mérites la paix. J'ai signé la lettre, je l'ai pliée et je l'ai mise dans la poche de ma robe, là où bat mon cœur. Ce geste simple, ce papier froissé, m'a donné une force que je ne soupçonnais plus. J'ai commencé à marcher dans mon quartier avec un autre regard, à regarder les visages, à sourire, à répondre aux salutations. Moi qui m'étais toujours sentie invisible, je recommençais à exister. J'ai même accepté l'invitation d'un groupe de femmes de mon âge qui se retrouvaient une fois par semaine dans la salle communale pour lire, boire du thé, partager. La première fois, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Mais la deuxième fois, j'ai pris la parole. Je n'ai pas raconté tout, mais j'ai dit que j'avais porté un secret trop lourd, que j'avais été brisée jeune, que j'avais eu peur d'en parler et que je ne voulais plus que cela se reproduise, ni dans ma famille, ni ailleurs. Les femmes m'ont regardée avec douceur. Une d'elles a posé sa main sur la mienne et elle m'a dit « Tu n'es pas seule ». C'était peut-être une phrase simple, mais je ne l'avais jamais entendue dans ma vie. Léa est revenue me voir, souvent. Elle apportait des vêtements de bébé, des photos d'échographie et parfois, elle me demandait « Maman, est-ce que tu veux raconter une autre partie ?» Et je le faisais, par morceaux, par saison. Elle apprenait à me connaître et moi, j'apprenais à ne plus avoir honte de moi. J'ai aussi recommencé à prier, mais différemment. Je ne priais plus pour que Dieu efface mon passé. Je priais pour avoir la force de le regarder en face. Je priais pour toutes les petites filles qui, comme moi, ont crié en silence. Je priais pour toutes les mères qui ne savent pas comment aimer autrement que par la peur. Et surtout, je priais pour Léa, pour qu'elle soit libre, pour qu'elle ose parler, aimer, choisir. Un jour, elle m'a dit « Je veux que ma fille porte ton nom, en deuxième prénom. Elle s'appellera Amandine Odette. » J'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de douleur, mais de reconnaissance. J'avais existé dans la douleur. Maintenant, j'existais aussi dans la tendresse. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais une femme, une mère, une grand-mère, une voix. Et je n'avais plus à m'excuser pour ça. Si cette histoire vous touche, écrivez en commentaire « Je n'ai plus à m'excuser pour les blessures que je n'ai pas choisies ». Votre commentaire peut résonner dans le cœur d'une autre femme. Abonnez-vous, laissez votre marque et continuez avec nous jusqu'au bout de cette vérité. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. Mes cheveux sont blancs comme la neige qui recouvre les collines autour de la maison en hiver. Ma peau est fine, marquée, et chaque ride raconte une époque, une douleur, un choix, une attente. Mais pour la première fois de ma vie, ces marques ne me font plus honte. Elles sont les cicatrices visibles d'une vie que j'ai refusé de laisser mourir en silence. Ce matin encore, j'ai cueilli des roses dans le jardin. Elles sont rouges, vivantes, éclatantes. Je les ai déposées sur la table du salon, à côté d'une photo de Léa enceinte et d'une autre, plus ancienne, de moi enfant. Je regarde ces deux visages, séparés par les années, unis par le même sang, le même héritage, mais je l'espère, pas par les mêmes chaînes. Ma petite fille a maintenant 2 ans. Elle court dans la maison, elle rit, elle chante à tue-tête. Parfois
Parfois, elle se précipite vers moi et pose sa tête contre ma poitrine. Elle ne sait pas ce que cette tendresse répare en moi, mais chaque geste d'elle est une victoire sur tout ce qui a voulu m'éteindre. Je ne suis plus une femme qui a peur. Je suis une femme qui se souvient. Je me souviens de ce grenier, de cette chambre, de ce froid dans mes os quand j'étais enfermée dans mon mutisme d'enfant. Mais je me souviens aussi du jour où j'ai ouvert la bouche, du jour où j'ai dit non, du jour où j'ai regardé Léa dans les yeux et que je lui ai donné ma vérité. J'ai longtemps cru que ma vie ne valait que par ce que j'avais enduré. Mais non, ma vie vaut pour ce que j'en ai fait. Malgré tout, j'ai repris mon nom, mon corps, ma voix. J'ai appris que la honte ne m'appartenait pas, qu'elle avait été déposée sur moi par d'autres et que je pouvais, à tout moment, la déposer à mon tour comme un manteau trop lourd. Je vais à la messe tous les dimanches, dans cette église modeste où personne ne connaît mon passé. Mais Dieu, lui, le connaît et je n'ai plus peur de son regard. Je me tiens devant lui, droite, entière, non pas comme une victime, mais comme une femme debout. Je parle souvent avec d'autres femmes âgées. Certaines, après m'avoir entendue, ont osé dire leurs secrets. D'autres pleurent sans trouver les mots. Mais ensemble, nous bâtissons un lieu où la vérité n'est plus un poison, mais une délivrance. Léa a commencé à écrire un livre. Elle dit que c'est inspiré de mon histoire, mais qu'elle veut en faire un message d'espoir. Elle m'a demandé si elle pouvait inclure certains de mes mots, certaines de mes lettres. Je lui ai répondu, ma fille, prends tout, même mes silences. Ils ont leur vérité aussi. Je sais que je ne verrai pas tous les fruits de ce que j'ai semé tardivement, mais ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, je vis vraiment. Je ris avec ma petite fille, je regarde les nuages bouger, je cuisine lentement, je chante parfois, je marche dans les bois, je sens le vent sur mes joues et je le remercie. Je ne suis pas une sainte, je ne suis pas une héroïne, je suis juste Odette. Une femme parmi tant d'autres qui a été brisée et qui a décidé de ne plus l'être. Et si un jour, quelqu'un lit mon histoire, j'aimerais qu'il sache que même après 80 ans de silence, il est possible de renaître. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour parler. Et il n'est jamais trop tard pour vivre sans peur. Si vous avez ressenti quelque chose à travers cette histoire, écrivez en commentaire. Il n'est jamais trop tard pour redevenir libre. Votre commentaire pourrait donner du courage à une femme qui se tait encore. Abonnez-vous, laissez un mot sincère et partagez ce témoignage. Ce n'est pas une fiction, c'est un souffle de vie récupéré au milieu des ruines. Cette vidéo est une création 100% originale, tirée d'un témoignage réel et publiée sous notre entière responsabilité.